Bien le bonjour ou bien le bonsoir, ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo, très cher viewers cinéphiles. Et oui, bienvenue pour cette nouvelle vidéo analyse cinéma de Queen Porg. Je fais mon petit retour vite fait parce que ça me faisait plaisir de moins parler de ça dans cette vidéo et de développer plus mon argumentaire. Pour ceux qui me suivent depuis toujours, depuis très longtemps, j'avais fait une vidéo il y a longtemps, disons, une vidéo quand j'étais con et jeune, quand j'étais vraiment con et jeune, ou quand j'étais vraiment con jeune, dans le sens où j'avais fait un clip, enfin, j'avais chantonné, j'avais poussé la chansonnette pour parler correctement, euh, par le thème de Bruno de Encanto, le film Encanto de Disney. Et en fait, j'ai fait une chansonnette à la con par ces terres-là pour déclarer mon admiration en quelque sorte pour mes 5, pardon, je mets bien mes 5 actrices préférées. Parce que, en termes d'introduction, pour bien commencer la vidéo, on a tous des acteurs ou des actrices préférées en tant que cinéphile. Enfin, au moins un acteur ou une actrice qu'on aime plus qu'un autre, ou plus qu'une autre. Et je me disais que, au lieu que je reste, on va dire, sur des vidéos où j'ai vraiment honte, maintenant que j'ai grandi d'anciennes vidéos, où en fait j'étais plus là à crocher sur mes actrices, même si je crush autant que j'admire surtout leur talent, c'est surtout ça, et que j'admire surtout leur personne. Donc j'ai envie de vous dire, excusez-moi, je me mets bien. Ah, la qualité n'est pas forcément là encore, hein, mais bon. Donc, ce que je me suis dit, c'est que comme c'est une chaîne de cinéma de base et que j'ai quand même gagné en maturité et que je puisse parler quand même avec vous entre adultes vraiment de cinéma, et de talent et d'acteurs en général et d'actrices en général, dans le contexte de la vidéo, je me suis dit que je vais vous présenter précisément mes 5 mes 5 actrices interprètes préférées dans le cinéma, que sont, écoutez bien, Laura Herrier, Keren Gillan, Chloé Grace Moretz, Emma Watson et Emma Mackey. Emma, Mi- Emma Mackey, pardon. Emma Mackey pour bien prononcer son nom. Emma Mackey, excusez-moi. Et donc, je vous propose dans cette vidéo d'essayer de faire une analyse en moins d'une heure en quelque sorte de mes 5 actrices préférées, de vous expliquer en quoi c'est mes actrices préférées personnellement. Et on va commencer la vidéo maintenant, let's go. Donc, alors, pour commencer, le haut du panier, je vais donc commencer par Laura Herrier. Ce que je vais faire pour chaque actrice, c'est que je vais vous expliquer déjà en quoi, dans quel film je les ai découverts, dans quelle série aussi. Enfin, surtout dans quel film, parce que je les ai toutes découvertes dans des films, surtout, en tant que talent, mais je sais qu'elles ont fait autre chose. Voilà. Surtout Emma Watson, mais on va préciser, bien sûr. Je sais quand même qu'Emma Watson a fait Harry Potter et évidemment, puisque mon grand frère, puisque moi et mon frère, on est de la génération Harry Potter, et que mon frère a vu tous les Harry Potter, moi c'était l'année dernière et moi ça m'avait jamais accroché de base, même si j'ai vu tous les films. Emma Watson, bon, je savais, on sait qu'il a joué Hermione, ça va. Mais donc, on va commencer par Laura Herrier. Alors, Laura Herrier, et justement, j'ai le film qui l'a révélé avec moi. Je vais enlever mes lunettes pour éviter le reflet. Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming, pardon pour l'éclairage qui est tout pourri. Le rapport que j'ai avec ce film, bah, j'adore le MCU, sauf, oui, j'adore le MCU, sauf les derniers films, évidemment. Enfin, j'adore le MCU pour sa première décennie, comme tout le monde, la majorité des gens. Jusqu'à Endgame où c'était impeccable. Jusqu'à Endgame. Mais le rapport que j'ai avec Spider-Man du MCU et Tom Holland, absolument aucun, parce que je m'identifie pas à ce personnage. Je m'en fous du Spider-Man du MCU, je le trouve tout pourri, personnellement, même si Tom Holland est ultra investi, c'est un mec ultra ouvert et sympa.
et qu'il est très aimant avec ses fans, c'est un truc de malade, t'imagines même pas. C'est, il est investi, mais vraiment quoi. Même si bah ça a pas fonctionné les Spider-Man quoi, niveau affect sur moi par rapport à ce que j'aime de Spider-Man, c'était pas pour moi. Mais enfin bref, c'est là que j'avais découvert Laura Harrier dans ce film-là, ce premier Homecoming qui en fait a lancé la trilogie Spider-Man du MCU. Laura Harrier qui jouait, bah, pour les fans du MCU qui savent comme moi, euh, qui jouait Liz. Liz qui était le crush principal de Peter dans le film. Euh, Liz, dans le film, qui est en fait l'amoureuse secrète, on va dire, enfin, le crush secret de lycéen de Peter Parker, qui, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui en fait était, dans un twist, était en fait la fille bah, du vautour, qui était joué par Michael Keaton, qui d'ailleurs avait fait qui avait fait, qui a amené un twist intéressant. Laura Harrier, que j'ai bien apprécié dans le film, même si elle joue la lycéenne qui est tellement caricaturale, mais qui est à la fois gentille, qui est l'intello, qui est ouverte, enfin qui est sociable et tout. Mais c'était le ton du film depuis toute façon, avec ce côté Disney Channel, on va pas se mentir. Mais ce qui m'a plu chez Laura Harrier, bah déjà j'avais 16 ans quand j'ai vu le film au cinéma, j'avais crushé sur elle, ça me faisait ressentir un peu, c'est-à-dire un peu les quelques crushs que j'avais eu au lycée. Enfin, seulement en seconde générale, précisément. C'est un peu personnel, mais ça m'a fait penser à ça et j'étais dans ma période d'adolescent et la machine est partie, quoi. Et Laura Harrier, en fait, ce que j'ai apprécié dans son acting, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose de naturel, de spontané et sans comment dire, manière de faire, sans code, je dirais pas de surjeu, mais sans, on va dire, sans recette acting, en fait, Liz, Liz c'est pas un personnage qui m'a autant marqué que ça, sauf, on va dire, dans la gentillesse qu'elle avait avec Peter et son pote Ned, mais, je ressentais que, bizarrement, c'était un peu le genre de femme que je voudrais avoir, quoi, pour plus tard, quand j'en aurai une, enfin, quand ça viendra, tout simplement, comme le dit ma grand-mère. Et Laura Harrier a très bien pu, en fait, retranscrire, en fait, de ce qu'est une adolescente, en quelque sorte, dans le lycée. On va dire, de ce côté, de quand une adolescente a un côté sociable, a un côté vraiment intello, et a vraiment un côté, on va dire, très girly, dans le sens, pas de girly, mais dans le sens, bah, qui s'intègre comme n'importe quel adolescent, qui peut être ouverte, qui peut être compréhensive. Et Laura Harrier, je pense que Laura Harrier, pardon, a cette capacité de retranscrire en fait l'identité même, on va dire, bah, d'une afro-américaine, enfin d'une américaine tout simplement, à n'importe quel âge, et en fait, d'un schéma classique de selon l'âge, comment est adapté son personnage et comment elle peut être adaptée selon l'adolescence ou selon l'âge adulte, quelque chose comme ça. Et, tout simplement, même si Homecoming m'avait déçu à la base, au final, au fil des années, Laura Harrier, bah, j'arrête pas de l'apprécier tout simplement. J'arrête pas de l'apprécier, elle fait des choix de carrière vraiment impeccables. Elle fait des choix de carrière vraiment impeccables. Et même dans. Bon, après il y avait eu la série Mike de Mike Tyson. Je ne vais pas revenir sur la polémique qu'il y a eu par rapport à Mike Tyson, tout ça. Mais elle jouait très bien, en tout cas, l'ex, on va dire, le premier ex, pardon, la première femme de Mike Tyson. Elle est impeccable. Comme je le dis, en fait, c'est que Laura Harrier s'adapte, on va dire, à tout type de façon de réagir de la femme, de ses caractères en bon et en mauvais, et avec ce côté, mais qui peut être à la fois, ça peut alterner de la pervers narcissique, ça peut varier avec la manipulation, le sarcasme. Quand je parle de son rôle dans Mike, qui était très bien, même si j'ai pas fini la série, elle était justement que dans un seul épisode en question, comme la série retrace toute la vie de Mike Tyson.
mais et à la fois elle essaie de jouer, on va dire, les femmes, on va dire, qui peuvent être ouvertes, qui peuvent être gentilles, qui peuvent être, on va dire, qui peuvent être joueuses, qui peuvent être, enfin la femme en général. Pour moi, le reggae, c'est retranscrire la femme dans tous ses aspects en bon et en mauvais. Même même par rapport à selon l'époque où son personnage est adapté. Ça m'a fait penser à une scène dans Lily et l'oiseau de Lily, pardon, j'ai un peu, excusez-moi, j'essaie de trouver mes mots, du film Lily et l'oiseau sur Netflix, qui était plutôt très bon, qui était réalisé par celui qui a fait les figures de l'ombre. Et elle jouait un petit rôle, mais vraiment insignifiant, on va dire, enfin insignifiant façon de parler, un tout petit caméo, j'ai envie de résumer à ça. Et où c'était une représentation vraiment des femmes qui postent leurs photos sur Instagram avec tout ce côté girly, pink, tout ça. Et, euh, et aussi, bon, évidemment, elle a vraiment explosé. Mais c'est ça qui est intéressant avec Laura Hayes, c'est qu'elle a toujours su choisir ses rôles. Elle a toujours su choisir des rôles intelligents qui puissent, comment dire, avoir un aspect même de narration utile, quoi. Et un aspect, on va dire, qui soit pas moralisateur, on va dire, pour une communauté ou pour une autre, pas caricatural, pas. Il y a vraiment un entre-deux que j'ai trouvé très intéressant dans son rôle dans Black Clansman de Spike Lee. Le Black Clansman de Spike Lee, où en fait elle joue la petite copine du héros du film qui est joué par le fils de Denzel Washington, John David Washington. Je trouvais qu'elle avait cet aspect de vraiment, on va dire, percevoir un personnage, surtout un personnage auquel elle s'était inspirée, qui s'appelle, excusez-moi. Voilà. Donc oui, excusez-moi, c'était bien Maya Angelou. Maya Angelou qui était une grande activiste dans les mouvements afro-américains pour les droits, les droits civiques de la communauté noire. Et en gros, pardon, oui, pourquoi j'ai enlevé mes lunettes, je suis fatigué, il est 1h, enfin, il est presque 1h du mat, mais je vais quand même finir cette vidéo, j'y tiens énormément pour parler de cinéma et pour parler de tout ça. Je vais essayer de finir avant 1h30, mais disons que Laura Herrier se renseigne beaucoup sur ses rôles, j'ai l'impression. Elle a vraiment un recul par rapport, on va dire, sur son analyse qu'elle a par rapport à ça. Et quand on voit le film Black Landsman, il y a vraiment ce parallèle, on va dire, entre, entre le fait qu'elle manifeste ses droits et qu'elle se bat, mais qu'il y a une façon de faire aussi. Mais que de base, c'est aussi justifié, c'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus, cette perception, comme ça parle du KKK. Enfin, j'espère que je ne serai pas striké avec ce que je viens de dire, comme j'ai pas. Enfin, le triple K, j'espère que. J'espère que je ne serai pas striké par YouTube, en le disant comme ça. Mais pour ceux qui ont écouté, vous m'avez compris. Et surtout pour ceux qui ont vu le film, c'est dans le titre en même temps. Mais enfin, bref, vous avez compris. Je m'égare un peu. Et il y a vraiment, on va dire, cette alchimie entre elle et les acteurs où on sent vraiment une alchimie entre elle avec ses personnages et avec les autres personnages avec qui elle interagit, avec vraiment cet aspect sur le doute, sur les émotions tout simplement, sur on va dire toutes les émotions qui se mélangent par rapport par rapport à plein de situations qui sont adaptées au fait à comment son personnage va se diriger et par rapport à une évolution que ça puisse avoir sur le contexte du film. Enfin, sur le contexte de l'œuvre en général dans lesquelles, on va dire, Laura Herrier choisit de travailler. Désolé. Et là, il y a eu la série Hollywood que je vous conseille vraiment, qui est une excellente série Netflix, qui en fait est une sorte d'utopie où on va dire, les minorités auraient essayé de percer Hollywood, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à une période où vraiment c'était compliqué pour les femmes, pour les noirs, pour les gays de percer Hollywood. Et en fait, ça va suivre ce parcours-là de ces personnages-là, hauts en couleur et qui sont à la fois très attachants, mais qui commencent à évoluer pour devenir meilleurs
éviter de se limiter, on va dire, à leur ego, et qui vont en fait travailler main dans la main, mais tous ensemble, quoi. Et il n'y a pas que. Mais c'est vraiment pas moralisateur, c'est vraiment très ouvert par rapport à une communauté. Mais c'est aussi une critique sur Hollywood, mais aussi, on va dire, cette idée de tous être ensemble, quoi qu'il arrive, et éviter de se diviser pour nos différences, et en fait se réunir sur une seule et même passion, et une même tolérance dans un monde plus respectueux de chacun, ce qui en fait est représenté par l'allégorie des studios, du cinéma, des producteurs, ces trucs-là. Et en fait, il n'y a vraiment pas cette idée de les producteurs sont les méchants absolus, il y a vraiment, c'est plus ambigu que ça. Et même le personnage principal est blanc, pour vous dire, mais ça veut pas dire que pour autant Laura Harrier ne joue pas un personnage tout aussi attachant, même l'acteur Jeremy Pop, qui joue un scénariste homosexuel black et qui essaye de réussir, quoi, avec, tout ce qui est de plus compliqué et de moins compliqué, mais avec cette tentative d'essayer tout ça. Mais voilà, je m'égare un peu, mais David Corenswet, qui donc joue le personnage principal blanc, qui justement va jouer Superman dans le film de James Gunn en 2025, Laura Harrier, dans son rôle de son rôle qui s'appelle en fait dans son film, le temps que j'essaye de retrouver son nom, euh, Laura Harrier, en fait, elle joue dans ce film-là, dans cette série, cette mini-série en 7 épisodes. En fait, elle va jouer le rôle d'une actrice afro-américaine qui est mariée avec un réalisateur asiatique, enfin, comment dire, mi-asiatique, mi-blanc, enfin, comment dire, avec un réalisateur asiatique métissé, voilà. Et en fait, merde, comment elle s'appelle déjà? Excusez-moi. Plutôt que. Excusez-moi. Et justement, c'est du créateur de la série de Glee. Excusez-moi. Voilà, Camille Washington. Excusez-moi, désolé. Camille Washington. Du coup, oui, Camille Washington, qui en fait est un personnage qui est à la fois. Qui a cette envie de réussir dans le cinéma, qui a cette envie de. Cette rage, et qui peut être frustré, qui peut être plus enjoué, il y a vraiment cette sensation où vraiment, selon les émotions bonnes ou mauvaises, il y a cette accumulation en fait d'évolution et de différentes émotions qui sont alternées, on va dire, par rapport aux obstacles que tous les personnages ont. C'est comme ça en général pour tous les personnages qui sont dans la série, mais tout ça sans spoiler parce que je vous conseille vraiment la série, c'est ma série préférée personnellement, et du peu de séries que j'ai vues, mais il y a vraiment cet aspect de critique du système hollywoodien, même par rapport aux minorités, par rapport, on va dire, à comment une minorité peut réussir à percer, mais les obstacles qu'il peut y avoir, comme par exemple des mouvements racistes, tout ça, ou même carrément un homme blanc enfin, il y a vraiment cette idée dont on enlève les clichés, mais il y a cette idée de pas non plus rejeter tout le monde, quoi. Tout le monde est dans la même merde et on va se soutenir ensemble, c'est ça qui est très intéressant. Et j'aime beaucoup l'évolution que Laura Harrier a par rapport, on va dire, à le rêve qu'elle veut accomplir, mais qu'elle va aussi s'adapter à ce qui va se passer sans qu'elle s'y attende le moins sur ce. Mais qu'est-ce qu'elle avait pensé avant, mais c'est pas forcément ce qu'elle va avoir, mais ça peut être quelque chose de tout aussi moins bien que tout aussi bien ou meilleur même. Mais, mais regardez la série, elle est excellente. Et le dernier film que je vais citer d'elle, et après je vais passer aux dernières, le dernier film que je vais citer d'elle, c'est un remake en fait d'un film des années 90, Les Blancs ne savent pas sauter.
Les Blancs ne savent pas sauter, qui malheureusement était que sur Disney+. En fait, c'est en gros l'histoire d'un, d'un, bl- d'un, d'un blanc américain de banlieue qui est joué par Jake Harlow. Jake Harlow, qui est mon rappeur américain préféré de tous les temps, clairement. C'est un truc de malade. Ce qu'il peut faire, j'adore son son. Et, euh, et Jake Harlow, du coup, Jake Harlow, dans le film, il va assez. En fait, il va. En fait, il va rentrer dans un. Comment dire? Excusez-moi. J'essaie de trouver les mots. Ah merde. C'est vrai que je suis assez crevé, mais je vais essayer de finir la vidéo. Jake Harlow qui en fait va croiser la route d'un jeune champion de basket professionnel afro-américain, et en fait il va lui dire: hey mon pote, tu veux que ça te dirait qu'on fasse équipe dans les matchs et que on devienne super potes et qu'on devienne des champions et tout ça. Et bah forcément forcément ils se mettent ensemble dans les matchs et tout, ils s'entraînent tout ça. Il y a toutes des péripéties et tout aussi rocambolesque, mais le film est très bien. C'est pas du tout un film woke, c'est pas du tout. C'est plus que ça, c'est plus un film d'amitié avec le pour et les contre, on va dire, de ce qui est compliqué par rapport à ça. Et, euh, et le film est très bien mené par rapport à ça. Il y a vraiment cette idée de la banlieue, en fait, blanc ou noir, on doit se soutenir malgré la merde de la banlieue, tout ça, ces trucs-là, qui m'intéressent beaucoup. Et Laura Harrier, en fait, Laura Harrier, elle joue. Il faut que je vous retrouve le nom de la copine de Jack Harlow dans le film. Alors, excusez-moi. Le nom de la copine, du coup, qui s'appelle Tatiana. Tatiana. Tatiana, qui en fait est la copine de Jake Harlow. Et en fait, les deux galèrent parce que. Enfin, non, elle a un métier. Il me semble qu'elle est coiffeuse, un truc comme ça. Et en fait, il y aura par rapport, on va dire, une relation très fusionnelle, mais à la fois, on va dire, très compliquée, hein, que Jake Harlow essaye de percer son rêve ou de, de verser dans le sport, alors que c'est pas forcément évident. Enfin, c'était un truc comme ça, et que ça va jouer par rapport au doute du couple, par rapport, on va dire, à la responsabilité de se bouger, quoi, de se motiver à trouver, on va dire, une alternative. Il y a aussi, c'est aussi par rapport à ça, mais à ce côté, on va dire, par rapport à Laura Herrier, de très très fusionnel et très à l'écoute. Il y a vraiment ce côté très attentif qui est, comment dire, pas dans le jugement, plus dans le conseil et quand elle est dans les scènes avec Jack Harlow qui est d'ailleurs excellent dans son premier rôle au cinéma, excellent en tant qu'acteur et rappeur. Et en fait, je trouve que le personnage de Tatiana joué par Laura Harrier était assez. C'est vraiment la femme qui est très à l'écoute, qui est très, on va dire, du côté du mari, je sais pas comment le dire. Euh, qui est un fort soutien, voilà, qui soutient son mari, qui compte sur lui et qui en fait ose aussi le remettre en question, le remettre aussi à sa place. Il y a cette idée, mais comme un vrai couple, quoi, tout simplement. Et il y a vraiment cette idée de ce couple qui doit essayer de matcher, malgré on va dire que Jake Harlow, il est pas vraiment de métier de base, qu'il essaye de percer dans le basket, tout ça. Mais vraiment, il y a vraiment un parallèle par rapport à ça. Et Laura Harrier a très bien compris pour moi l'équilibre entre on va dire, faire un film progressiste et avoir fait un film qui s'adresse à tout le monde. Parce que pour moi, déjà, l'idée de se mettre en couple avec Jake Harlow, un blanc et une afro-américaine de banlieue, il y a vraiment ce contraste où vraiment il y a une tolérance qui est menée entre les deux communautés. C'est même pas en partie ça. L'autre a plus raison que. Non, pour moi, c'est pas ça.
Et pour moi, Tatiana, c'est le meilleur rôle de Laura Harrier jusqu'à présent. Très honnêtement. Et je suis très content là-dessus. Bon, alors, je vais essayer. Bon, les autres là, vous les connaissez mieux. Disons qu'elles ont une plus longue carrière. Là où Laura Harrier était surtout mannequin de base et elle a commencé vraiment. Mais elle fait surtout des films d'auteur. Dernière chose vraiment, c'est qu'elle choisit très bien ses rôles. Elle fait vraiment des films intimistes très intéressants et très ouverts, comme je viens de le dire. Et là-dessus, elle choisit très bien ses rôles. Elle va pas partir n'importe où non plus, quoi. Et ça me plaît. J'espère qu'elle va pas trop tomber non plus dans le grand n'importe quoi en blockbuster. Elle peut jouer dans des blockbusters tout aussi fun et intelligents, mais pas des blockbusters où en fait c'est plus, on va dire, euh, c'est plus, on va dire, euh, comment dire, basique et, euh, et emballer c'est peser. Enfin, c'est ce côté consommable, quoi. Enfin, bon, elle a joué dans Spider-Man, certes, mais ce que je veux dire, que j'espère qu'elle va pas avoir le même destin non plus qu'un Ryan Gosling ou Ryan Gosling. Ryan Gosling, ça a été compliqué pour moi, très honnêtement. Mais c'est pas, on parle pas de Ryan Gosling là. On parle de Laura Harrier. Et la seconde actrice de mon podium que je vais aborder, pour moi, Laura Harrier, c'est la meilleure actrice, enfin interprète de cinéma pour moi personnellement, même de théâtre. C'est la meilleure interprète du monde. Je la place au même niveau que Will Smith. Désolé. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. Je vais encore prendre une gorgée. Et la seconde actrice que je voulais aborder, de base, je vais vous montrer. C'est que. Alors, pour l'anecdote, c'est pas pour faire mon fanboy coloré et tout. J'ai dû le montrer une fois à une autre vidéo, mais toute pourrie avant. Ça, c'est un autographe que j'avais eu de Karen Gillan. C'est vraiment la première actrice que j'ai adorée dans un film blockbuster, tout ça, de saga et tout, que j'avais rencontré au Comic Con 2019. Bon, j'étais tout timide, j'étais nul en anglais. Je lui ai demandé de me signer un autographe, mais en fait, je lui ai pas dit mon prénom complet. Elle m'a mis mon nom de famille. J'avais l'air plus qu'un boulet qu'autre chose. Mais donc voilà, Karen Gillan, je vais reposer ça à sa place. Karen Gillan, qui vous savez, pour les plus gros fans, a joué Nebula, la sœur de Gamora dans les Gardiens de la Galaxie, les films Avengers, enfin le MCU, le Marvel Cinematic Universe, mais qui a surtout été révélé dans Doctor Who, la série Doctor Who de science-fiction. Et Karen Gillan, et c'est en fait de base quelqu'un qui est très très sympathique, qui a beaucoup d'humour et qui est réputé pour avoir comment dire, une ouverture d'esprit, une demi-mesure en fait dire sur on va dire la représentation des personnages au cinéma, même des communautés. Elle n'est pas du tout là-dedans, elle n'est pas dans ce côté, on va dire, plus poussif, on va dire, par rapport à tout ça. Mais ce que j'aime bien avec Karen Gillan, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, très intelligente, pardon, qui a ce recul et qui a cette analyse aussi sur ses rôles. Et elle a surtout joué des rôles plus fun et amusants. Et d'aventure, de science-fiction, tout ça, de maquillage, tout ce que vous voulez. Moi j'ai pas encore vu malheureusement son premier film. J'avais vu Bloody Midjack que j'avais pas du tout aimé, où elle jouait une badass et tout, mais elle pourrait jouer une badass, ça pourrait être intéressant de l'avoir en actionneuse, mais je pense que Karen Gillan, ce qui me bloque pour le moment, c'est que je pense pas que. Je me demande comment elle va choisir ses rôles la prochaine fois, mais je pense pas que même aussi, je pense pas que les réalisateurs, euh, pour beaucoup, puissent voir le potentiel
d'une actrice, bon, ça fait un peu d'effet parce que je l'ai rencontrée, mais au-delà de ça, enfin, je l'ai rencontrée pour un autographe, mais au-delà de ça, je pense qu'elle est, je pense qu'elle a une capacité de plusieurs palettes d'émotions plus, on va dire, exponentielles et plus réalistes et dans des situations où en fait ça pourrait servir, on va dire, à plusieurs propos à la fois, comme un peu Laura Harrier, comme un acteur ou une actrice en général. Mais je pense qu'elle est capable de ne pas rester que dans un carcan d'humour et d'absurde et de situations, en fait, elle va être consciente, on va dire, de sa blague à elle, quoi, de la blague de son personnage. Mais même si quand même, elle est toujours dans ce côté très jovial de l'aventure, très, ouais, on est tous ensemble, très amical et tout, ce qui me plaît aussi, et qui est totalement, on va dire, respectable, évidemment. Mais je pense que Karen Gillan, si on la met dans un rôle bien sérieux de gros badass, de femme torturée ou de femme qui en chie, tu vois, pour survivre, ça me plairait tout autant parce que ça pourrait faire ressortir, on va dire, peut-être dans un rôle une frustration de pas être aussi heureuse et en fait relâcher en fait ses pulsions émotionnellement, mais qui peuvent être, comment dire, plus, comme je l'ai dit, exponentielles. Ce que je veux dire, c'est que Karen Gillan peut tout autant jouer un rôle sérieux, réaliste, très politisé, quoi. Enfin, pas politisé forcément dans les idéologies, mais politisé, on va dire, dans l'émotion profonde de ce qu'il y a au plus profond de nous, quoi. Attention, je sais bien qu'elle a fait plein de films comme ça un peu à côté, mais je les ai pas encore vus malheureusement. Mais je parle surtout en blockbuster, j'avais oublié de le préciser, en blockbuster, où elle joue surtout des rôles fun. Notez que c'est aussi comme ça qu'elle voit aussi le blockbuster, attention. Et en fait, les licences de pop culture, ces trucs-là. Mais je pense que elle peut avoir le potentiel d'avoir autant le sérieux et l'humour, mais qui avait bien fonctionné en tout cas avec Nebula, ça c'est indéniable. Enfin, je sais pas, peut-être que peut-être que je dis des conneries, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Mais je sais pas, Karen Gillan, Karen Gillan à voir ce que lui réserve l'avenir. Et ce que je peux dire en anecdote sur elle, je sais pas, c'est quelqu'un qui est consciente que, que chacun a le droit à sa place dans le cinéma et que la saga des Gardiens a marqué plein de générations, a marqué toute une communauté de fans et et que ça a représenté toute une union, on va dire, relationnelle, on va dire, sur une famille recomposée en quelque sorte, sur cette idée d'union, cette idée de famille qu'on a suivi depuis des années qui se termine et qui a eu un engouement énorme sur les fans de Marvel, sur même les gardiens de la galaxie tout court, qui n'étaient pas de base comme ça dans les comics, mais ça, c'est un autre débat. Mais en fait, elle est consciente vraiment du, de l'importance qu'elle doit apporter, on va dire, à ses fans par rapport à ce qu'elle doit exprimer, on va dire, dans son rôle, et qu'elle dit en avoir la responsabilité. En gros, elle dit, je l'ai dit à ma façon, qu'elle dit en avoir la responsabilité pour être suffisamment professionnelle pour aussi bien jouer les rôles qu'on lui demande. Et je pense que c'est une actrice vraiment investie et que si les réalisateurs la prennent pour un rôle plus sérieux mais moins ridicule un peu et tout ça, je pense qu'elle peut faire des merveilles de ouf. Elle peut faire des merveilles de ouf. Mais j'attendrai de voir ses autres films d'auteur pour voir ce qu'il en est. Ensuite, ensuite, top numéro 3, c'est ma chouchou. C'est ma chouchou. Euh, pour vous dire, j'ai des comics de Kick-Ass. J'adore Kick-Ass. Je suis un gros fan de Kick-Ass. Apparemment, il y a une rumeur que. Bref, c'est pas le sujet. Mais Kick-Ass, j'ai grandi pendant mon adolescence avec Kick-Ass. Euh, donc, Chloé Grace Moretz. Chloé Grace Moretz, qui est l'une de mes actrices préférées de super-héros, si ce n'est mon actrice préférée de films de super-héros, enfin avec Karen Gillan et Laura Harrier. Enfin,
même si Laura Hayes c'est plus exponentiel. Mais j'ai envie de dire, enfin même aussi Chloé Grace Moretz, ça n'exagère rien, elle alterne de tout, hein. Même dans l'animation avec Nimona qui est excellent, et je vais y revenir justement. Chloé Moretz, comme j'aime même l'appeler aussi, euh, qui a clairement cette idée d'alterner les rôles, on va dire de cette idée de curiosité qui me fascine vraiment chez elle, et cette idée de vraiment ce côté très activiste et presque comme une force féminine et maternelle sur les gens qu'elle aime et sur la communauté qui lui tient à cœur, surtout que de base elle est lesbienne, c'est plus un secret, elle a assumé sa bisexualité et et sa, sa- son côté homosexuel, attention, excusez-moi. Et je peux comprendre parce que elle a grandi avec des frères, avec ses grands frères qui sont homosexuels de base, et je vais parler de sa carrière, attention, mais avant cet aspect où elle est consciente de la tolérance des gens, du respect à avoir selon, on va dire, les différences sur le genre, le sexe, l'ethnie, la religion, tout ce que tu veux. Et elle a vraiment cette conscience, on va dire, par rapport à ça, mais c'est pas pour autant qu'elle va se résumer qu'à ça pour faire ses films. Mais ça ne l'empêche pas non plus de faire des films sur lesquels elle peut s'identifier selon sa communauté, son genre et ce qu'elle est aussi en tant que personne. Ce que je peux comprendre totalement. Ce que je peux comprendre totalement et ce que je ne peux pas contredire. Certainement pas. Pardon. Du coup, Chloé Grace Moretz qui a été révélée par Matthew Vaughn dans Kick-Ass, l'excellent Kick-Ass. Et elle jouait Hit Girl, qui est mon personnage préféré, cette gamine en collant qui décapite des gars en katana. Et en fait, ce que j'aime avec Chloé Grace Moretz, c'est qu'elle a alterné autant du rôle fun, complètement déjanté, de la violence, de l'horreur. Elle est fan des films d'horreur. Euh, Elle a alterné de tout. Elle a alterné même des films de science-fiction, des films plus intimistes. Elle a joué avec Denzel Washington dans Equalizer, le premier film. C'est pas rien. Elle a joué avec Martin Scorsese dans Hugo Cabret, l'excellent Hugo Cabret. C'est une dame à tout. C'était vraiment une dame à tout. Et ça, c'est dû à un conseil de Steven Soderbergh, pardon, je suis trop fatigué. Steven Soderbergh, Steven Soderbergh avec qui elle a joué avec qui elle a joué pour lui dans une pièce de théâtre. Et en fait, ce que Soderbergh lui avait expliqué, ne choisissez jamais un rôle pour l'argent parce que c'est pour un contrat, un chèque, le business. Choisissez un rôle qui vous correspond, auquel vous pouvez en fait vous exprimer, qui vous plaise, que ça soit quelque chose qui vous parle personnellement. Et ça, c'est le plus beau conseil qu'on puisse donner à un acteur, surtout à une jeune actrice comme Chloé Moretz, qui est qui a très bien choisi ses rôles là, jusqu'à présent. Mais j'ai l'impression que comparé à Karen Gillan et Laura Herrier, qui a eu sa chance avec Mac Lanzmann, Spike Lee et Spider-Man, ce qui m'a un peu chagriné avec Chloé Moretz, c'est que vers une petite période, elle n'a pas eu forcément autant de chance dans sa carrière. Enfin, ses films, on va dire, n'ont pas eu autant de succès que prévu, qu'espéré. Alors que je comprends pas, c'est vraiment une excellente actrice qui est très intelligente, qui est vraiment très ouverte, qui vraiment a l'air vraiment totalement charmante et gentille et drôle, qui vraiment quoi, qui est consciente d'être américaine mais des problèmes de vivre en Amérique, pardon. Et elle s'est littéralement imposée en tant que figure féministe, mais que figure même, on va dire, mais pour les droits, tout ça, de droits civiques, enfin, total. Et elle s'est opposée à Donald Trump, donc rien que pour ça, je l'adore. Elle s'est opposée à Donald Trump. Et elle avait joué, avant que je passe aux deux dernières actrices, elle avait joué dans un film sur des thérapies de gars, des centres de thérapie de gars. Euh, Come as you are. Come as you are. Come as you are. C'est ça, ouais. Come as you are. Qui est, qui en gros est un film qui se déroule dans les années 80. En fait, elle joue
une adolescente lesbienne qui est dans ce genre de thérapie de conversion pour en fait empêcher les jeunes pour en fait leur laver le cerveau, pardon, et pour qu'ils arrêtent d'être homosexuels, des trucs comme ça. Et en fait clairement, justement, ça lui parlait. Et en fait, c'est pour moi un acte très intelligent qui peut lui parler à elle personnellement et qui lui correspond. Et c'est aussi un acte très courageux par rapport à la politique de Trump à l'époque, comme le film était sorti en 2018. Enfin, ouais, c'était franchement impactant par rapport à ça. Même si j'ai pas vu le film encore, malheureusement, il faudrait que je le voie. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre dans ma liste. Tiens, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, je vais le mettre dans ma liste des films à voir. C'est fait. Donc ouais, Chloé Moretz qui voilà, qui est une actrice vraiment impeccable. Rien à dire là-dessus, c'est voilà. Je vais pas, c'est tout ce que je peux dire de bien par rapport à ça, par rapport à la dame. Et sinon, il y a une actrice. Bon, numéro 4. Numéro 4. Numéro 4, du coup, une actrice, même si j'avais pas, comme je vous l'avais dit, accroché à sa saga de base, qu'il avait pourtant révélé, et avec mon frère qui a grandi avec cette saga, comme tous les gens de sa génération, même si je suis de la même génération, mais que j'ai jamais accroché à Harry Potter. Emma Watson. Emma Watson, bon, côté people, tout ça, j'ai été bref, connerie de chez connerie. Mais bon, Emma Watson, pour qui j'ai un immense respect, qui est une actrice LHPI de base, mais c'est une actrice vraiment formidable, qui a choisi, en tout cas, c'est mieux, en tout cas, a su mieux alterner les rôles, tout ça, même si Daniel Radcliffe et Rupert Griff, euh, Rupert Griff, attends, enfin, si je prononce bien son nom, enfin, Rupert Grint, pardon, Rupert Grint qui jouait du coup, enfin, merde, j'ai oublié le nom de son personnage dans Harry Potter, à Rupert Grint. Je suis désolé. Ah, vous me prenez pour un con, hein, c'est, c'est n'importe quoi. J'ai complètement oublié le nom du personnage. Ron Weasley, putain, je suis con. Excusez-moi. Enfin, Rupert Grint qui jouait Ron et Daniel Radcliffe qui jouait Harry. Et du coup, Emma Watson qui s'est la mieux sortie dans sa carrière, elle a quand même joué avec, pour Sofia Coppola dans The Blind Ring, qui est inspiré d'une histoire vraie. Elle a joué dans l'excellente Columbia, pardon. Euh, Columbia, excusez-moi, c'est pas du tout le même film. Colonia, désolé, je prononce mal. Colonia, qui est un film très politique sur les camps de concentration, enfin sur une sorte de secte. Enfin, camp de concentration, c'est pas le bon terme, n'importe quoi. Enfin, disons sur des sectes religieuses, pour le dire correctement, où c'était vraiment twist de dingue, c'était vraiment un rôle impeccable, vraiment très politique, avec Daniel Brühl, pardon. Et Emma Watson, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a toujours très bien joué, très bien choisi ses rôles, et elle a alterné de tout, des rôles les plus dramatiques, des plus féeriques, des plus... Vraiment. Et j'ai dû le montrer, j'ai pas fait gaffe, Noé de Darren Aronofsky, Noé, c'est mon film préféré avec elle. Et je rappelle, et je tiens à préciser que Noé, qui est sorti il y a 10 ans, c'est mon film fantastique Heroic Fantasy préféré. Et j'inclus Heroic Fantasy parce qu'il y a de l'épique dans Noé. Le film a divisé, certes, c'est pas le mieux noté de la filmographie de Darren Aronofsky, mais Noé, c'est tout ce qui est de plus sombre et réaliste, on va dire, dans le récit de la Bible qui est l'arche de Noé. Donc j'ai envie de dire, là-dessus, il n'y a pas photo. Il n'y a rien à reprocher par rapport à ça, puisque l'incrustation du récit tel qu'il est respectée. Même si Emma Watson,
a été mal par rapport à ce rôle et ça l'a conduit, on va dire, à une pause longue, quoi, et à une petite, comment dire, une grosse dépression, tout simplement, où en fait ça l'avait marqué, ça l'avait vraiment fatigué. Elle a fait une pause pendant très longtemps, mais c'est vrai qu'elle a carrément pris sa carrière, quoi. Et puis je rappelle qu'elle avait joué alternativement dans les années dans Harry Potter. Ça lui a fait beaucoup de taf. Mais en tout cas, Emma Watson a toujours été, ça c'est très intéressant à préciser, dans l'égalité homme-femme. Dans l'égalité, je dis bien l'égalité, pas plus, non, égalité homme-femme, quoi qu'il arrive. Ça a été, et elle a eu l'interprétation, le prix de la meilleure interprétation toute court, hommes et femmes confondus de l'histoire. C'était la première, ça c'était pour La Belle et la Bête. Bon, j'ai pas regardé le film, le remake, donc ça m'intéressait pas. Mais Emma Watson, moi, je suis pas de ceux qui sont non plus pot de colle et harceleurs et toujours, on va dire, à afficher des photos, tout ce que tu veux sur Instagram, comme un stalker, enfin, bref. Mais comparé à beaucoup trop de personnes de la génération Harry Potter, ce qui me désole, même si je suis pas fan, bref, vous avez compris mon désarroi. Mais Emma Watson, je pense que c'est quelqu'un de très d'extrêmement intelligente qui est consciente, on va dire, des quelques problèmes qu'il pouvait y avoir entre les relations homme-femme. Quand elle était gamine, elle comprenait pas pourquoi il n'y avait pas les mêmes droits pour les filles de son âge quand les garçons jouaient au foot. Elle faisait des conférences comme ça, même dans les Nations Unies, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui est très ouverte et très gentil avec n'importe qui et qui est quelqu'un de très humble aussi, j'ai remarqué Emma Watson, et qui peut être très à l'écoute et qui sait faire la part des choses, qui sait vraiment faire la part des choses. Et même si, bon, je vais pas revenir sur la polémique qu'il y avait eu par rapport à Harry Potter et à sa créatrice, même si- ça c'est je laisse chacun penser ce qu'il veut et chacun est libre de voir de son côté ce qu'il en est. Mais dans le respect de chacun, mais c'est tout. Ça c'est clair et net. Après, de quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'Emma Watson, elle s'arrête pas juste en tant qu'actrice, elle s'ouvre aussi à beaucoup de propositions. Ça a été le cas quand on a vu la moitié de sa carrière qui était très intéressante, même après Harry Potter. Et c'est quelqu'un qui, en fait, je pense qu'elle est frustrée parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de rôle, on va dire, qui lui parle vraiment. Et vu l'état du cinéma d'aujourd'hui, je peux la comprendre. Donc ça me ferait de la peine que déjà à l'âge de 30 ans, Emma Watson puisse arrêter sa carrière comme ça. Moi, j'ai envie de me dire qu'elle veut, j'ai envie de me dire qu'elle continue, que j'ai envie qu'elle continue. Mais, autant écrire les bons scénarios, les gars, pour bien lui proposer des bons rôles, quoi. Comme avant. Après, si c'est son droit d'arrêter le cinéma, je peux pas lui en empêcher. Après tout, elle s'en sort très bien quand réalise la pub, quand elle réalise sa première pub Prada, ou quand elle fait. Ça, je l'avais vu sur Instagram avec son frère quand elle a commencé un commerce de vin en France. Je vois qu'elle est très heureuse quoi qu'il arrive. Et ça me rend ravi quoi pour elle. Et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Bon, la dernière dont je vais parler, Cocorico, c'est une Frenchie comme nous. Et elle est aussi britannique. Elle a été révélée dans Sex Education, la série Netflix Sex Education, que j'ai pas regardé plus d'un épisode, parce que j'ai pas du tout accroché, voilà. J'aimais pas le ton de la série, mais en tout cas, elle a percé avec ça, et voilà, c'est je suis désolé. La vidéo est bientôt finie, puis de toute façon. Emma Mackey. Emma Mackey. Alors, Emma Mackey, que j'ai surtout apprécié dans Eiffel. Le film sur Gustave Eiffel, sur sa relation avec sa première amoureuse, tout ça. Pendant la construction de la Tour Eiffel. Je vais voir un petit peu. Pardon.
D'ailleurs, je viens de finir la bouteille. Emma Mackey, c'est une actrice très. Je sais pas. C'est une actrice qui, déjà, mais parle super bien français. Ça, c'est clair et net. Elle doit avoir un accent de malade en anglais. Mais bon, ça s'est vu, puis de toute façon. Et là où j'ai vraiment flashé sur elle en termes d'acting aussi, en termes de sauvagerie, de côté bestial, côté. Euh, enfin, ce côté femme fatale et ce côté, on va dire, femme aussi euh, faible, ce côté, on va dire, vulnérable, qui peut être aussi manipulatrice, qui peut être aussi frustrée et colérique et euh, spontanée dans ses émotions. C'était dans Mort sur le Nil. Le Mort sur le Nil de la saga Hercule Poirot de Kenneth Branagh, où je l'avais vraiment adoré. Je m'attendais surtout à ce que Gal Gadot lui vole la vedette. Alors que j'adore Gal Gadot en Wonder Woman de base. Mais Emma Mackey m'a scotché de ouf, quoi. Autant dans sa gestuelle physique, sur le côté pardon, sensuel, désolé, sur le côté impactant par rapport à tout ça, et par rapport à son jeu, qui alternait des émotions, sa souffrance, sa frustration en amour, tout ça, ça m'a beaucoup marqué, quoi. Et ça représente beaucoup l'aspect bah, que peut avoir une femme quand il y a des tromperies, quand peut y avoir un couple qui se brise, même surtout quand on voit le film en question dont je vous parle. J'étais allé voir le film avec pour elle, quoi. Pardon. Désolé, j'étais allé voir le film deux fois rien que pour elle, alors que l'introduction et la toute fin m'avaient déçu de ce film. Pour vous dire. Pour vous dire. Mais l'actrice, mais Emma Mackey, c'est une actrice vraiment incroyable. Et, je crois que ça me rappelle un cliché qu'il y avait eu. Désolé, je sais pas ce qu'il y a avec, avec moi. Excusez-moi, je suis crevé. Peut-être redresser l'ordinateur. Faut quand même. Je tiens quand même à préciser que ça, ce que j'aime chez cette actrice, pardon, c'est sa répartie, sa prise de recul par rapport, par rapport, on va dire, comment je pourrais expliquer ça par rapport à son rôle, mais elle a une très bonne analyse par rapport à ces rôles-là. Elle comprend aussi, on va dire, l'expression, on va dire, des adolescents, de leur sexualité, du côté assumé par rapport à ça, ce côté très ouvert, et ce côté, on va dire, universel par rapport à ça. Elle explique très bien dans une interview à la radio sur Sex Education qui était vraiment impeccable. Et je trouve qu'Emma Mackey, elle s'en fout de la télé, elle s'en fout des photographes, tout ça. Je me souviens à Versailles, lors d'un dîner avec Macron, hein, avec l'argent de l'État, n'est-ce pas, qu'on fait payer à Macron, et alors que, bon, on va pas faire de polémique par rapport à ça. Je me souviens qu'elle était passée devant les photographes et qu'elle s'était pas arrêtée, à quel point elle s'en foutait, elle était, apparemment, elle mâchait son chewing-gum. Puis les gens font des polémiques pour rien, moi j'ai trouvé ça juste normal, parce que si elle veut pas se faire prendre en photo, faire l'intéressante, c'est son droit, c'est son droit. Moi, clairement, si je veux pas qu'on me pose de questions, si j'ai pas envie à sa place, si j'étais à sa place, si j'aurais pas envie qu'on me prenne en photo, que je fasse mon crâneur, c'est tout, c'est tout. Moi, j'aurais filé, j'aurais fait comme elle, quoi. Elle fait ce qu'elle veut, on s'en fout, tout ça. Pour moi, c'est le genre de répartie qui m'intéresse chez cette personne. Attention, je tiens juste à le préciser, je ne connais pas personnellement les 5 actrices que je vous ai citées. Jamais je le prétendrai. Peut-être que je les rencontrerai jamais, peut-être que je les rencontrerai, mais c'est le hasard, c'est le destin que je voudrais, qui fera la chose, de ce que je déciderai de mon destin. En tout cas, pardon, désolé. En tout cas, pour dire que Emma Mackey, je trouve que elle a vraiment une modestie par rapport à son passé, cette ouverture, et elle a eu cette chance aussi, comment dire, d'avoir une instruction, on va dire une instruction et un enseignement qui lui a permis d'être très, très, désolé, d'être très ouverte et très humble d'elle-même, quoi, j'ai l'impression. Très humble d'elle-même. Et elle peut jouer aussi, on va dire, beaucoup d'émotions chez la femme, même des femmes avec des handicaps mentaux. Emily, qui en fait, Emily, qui malheureusement n'est pas sortie en DVD, que j'aurais voulu voir en DVD, avoir en DVD. Emily, son dernier film sur Emily Blunt,
si je prononce bien. Emily Bronte, désolé, Emily Bronte, qui est cette autrice britannique qui avait écrit ces grands pavés de bouquins qui s'appellent. Je suis désolé, hein, niveau culture par rapport à ça. Enfin, en tout cas, la façon dont elle en parle, Emma Mackey, c'est que c'est une personne qui est très intéressée par ses rôles, les rôles qu'elle choisit, qui lui parle énormément, quoi. Et qui est fascinée par les rôles qu'elle interprète, quoi. Puisqu'elle a cette curiosité, cette ouverture d'esprit sur la proposition qu'elle puisse donner, on va dire. Léo, voilà, c'est Léo de Hurlevent. Léo de Hurlevent qui a été le seul chef-d'œuvre unique, on va dire le seul best-seller de Emily Brontë, que Emma Mackey a donc interprété. Et Emma Mackey, comme je l'ai dit, puisque je parlais d'Emma Mackey, qui a cette curiosité pour son rôle, qui a cette fascination, quoi. Elle est très littéraire, quoi. Elle aime beaucoup lire, et moi j'adore lire. Mais moi à côté, c'est des comics. Et c'est des romans, mais pas des romans aussi, on va dire, vulgarisés, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très cultivé, très ouverte d'esprit, qui s'intéresse à plein de trucs, quoi, qui s'intéresse à notre histoire française, quoi. Elle s'intéresse à l'histoire de France. Elle s'intéresse à l'histoire européenne, à la fois britannique chez elle et à la fois française chez elle aussi. C'est quelqu'un de très modeste, j'ai l'impression, et qui même en devient plus intelligente encore plus en enseignant en travaillant sur ces rôles-là, en travaillant aussi sur le côté plus torturé, ce côté, on va dire. Moi, vous avez compris que je résumais surtout à Eiffel, La mort sur le Nil et Emily. Enfin, je vais plus développer sur Eiffel maintenant, où il y a ce côté, on va dire, plus spontané, plus, on va dire, envie amoureuse en quelque sorte par rapport à la relation avec Gustave Eiffel, qui est joué par l'excellent Romain Duris, s'il en est. Et vraiment, c'est une dame totalement charmante je vais pas trop me répéter, mais tout ça pour dire que c'est aussi du 20 sur 20 tout craché dans le numéro 5. Euh, et bah, Emma Mackey qui est aussi s'intéresse à beaucoup de choses. Je vais me répéter, mais voilà, c'est ce que je voulais dire grosso modo sur mes 5 actrices préférées, avec en parallèle quelques petites anecdotes que je voulais faire passer sur elles, qui me semblaient intéressantes. Ces 5 actrices, c'est les 5 meilleures actrices du monde qui peuvent représenter toutes les émotions parfaites et les pires émotions, mais enfin les pires émotions en tant qu'être humain psychologiquement. Enfin, c'est ce que c'est ce qui m'a vraiment c'est ce qui va vraiment impacter sur ces actrices là qui ont qui ont réellement toujours de base principalement toujours bien choisi leur rôle, qui ont eu cette intelligence de recul, de réfléchir au personnage, de pas se baser que sur leur notoriété, enfin sur la personne, mais vraiment il y a vraiment ce côté non nombriliste, quoi, non nombriliste de la part de ces 5 charmantes femmes, ces 5 charmantes dames. Donc voilà, c'est une vidéo que je tenais à faire réellement avec des analyses, même si j'aurais pas fait malheureusement de vrais documentaires sur les actrices en question. Mais je tenais à faire au moins cette petite vidéo pour en discuter avec vous en commentaire. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, on se dit peut-être à la prochaine. Ça dépendra de moi. Et pour cela, continuez à regarder des films. Et je vous conseille. Pardon. Et franchement, pour les films dont je vous ai parlé là, je vous les conseille. Je vous les conseille fortement avec les actrices en question, parce que les films sont non seulement excellents, mais les actrices ils y sont excellentes aussi. Voilà pour moi, c'était Kunporg, et on se dit bonne continuation à tous. Salut à tous. What you want,
Bye.